quand on regarde la construction des lieux de savoir à travers l'histoire, les premières universités au IIe siècle, les cabinets d'études, les laboratoires de recherche ou encore les campus universitaires, en fait, tous ces espaces de savoir, ils se sont construits sur une idée selon laquelle l'accès à la connaissance, en fait, implique de s'extraire un petit peu des tourments de la vie sociale, de la vie urbaine. En fait, l'accès à la connaissance implique quelque part un repli sur soi. Et ça, c'est quelque chose de très important qui a marqué en fait l'histoire des lieux de savoir. Et ce qui est assez étonnant, et en tout cas ce qui peut questionner dans la transformation de ces bibliothèques en troisième lieu, c'est qu'il y a cette idée que l'accès à la connaissance aujourd'hui implique en fait de s'ouvrir, de rentrer en contact avec toute une série d'acteurs, implique quelque part de surstimuler les contacts entre des fonctions, des usages et des acteurs hétérogènes, notamment dans cette intégration systématique à la ville, à ses fonctions. Et il y a, je pense, là, un risque, ou en tout cas besoin de, quand on pense en tout cas à l'échelle de la ville, d'imaginer à un moment donné des espaces de savoir effectivement connectés qui jouent une fonction dans la vie de la cité, mais aussi des espaces en retrait qui permettent aussi d'avoir une distance critique et nécessaire vis-à-vis d'un monde qui tend à s'accélérer. Et ça peut vraiment interroger dans la mesure où on note ce mouvement un petit peu sur l'ensemble des lieux de savoir. Aujourd'hui, les campus universitaires notamment tournent à s'ouvrir très largement à la ville, à toutes ces questions d'urbanité. Et on peut vraiment se poser la question de savoir s'il n'y a pas là quelque part des biens communs à préserver, c'est-à-dire des espèces d'abris protecteurs où on aurait la possibilité justement d'accéder à cette connaissance sans devoir nécessairement subir toute une série de contacts, de stimulations liées à la vie urbaine.